Bien, bonsoir à toutes et à tous et je salue tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. On va, si vous en êtes d'accord, commencer ce conseil communautaire pré-été, le dernier avant la trêve estivale, et nous reprendrons nos activités le 13 septembre. En fait, c'est une façon déguisée de vous annoncer que le prochain conseil communautaire sera le 13 septembre à 19h30. Je vais laisser la parole à Patrick Romestin et vous avez pu remarquer qu'à ma gauche, nous avons la présence d'Alain Berthéas que je remercie et on vous expliquera la raison de sa présence parmi nous. Merci Alain en tout cas. Vas-y Patrick, pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenille, excusé pour Marie-Thérèse Giry, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Pierre-Jean Rochette a donné pouvoir à Valérie Goudefard, Laure Chazelle, Christophe Pochon, Claudine Cour a donné pouvoir à Pierre Giraud, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin a donné pouvoir à Thierry Deville, Serge Desrory, Frédéric Serret a donné pouvoir à Bertrand Naval premier, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genet-Grilly, Alféo Guillotot, Valérie Goudefard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brangary, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy a donné pouvoir à Dominique Guillain, Karine Gandret, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran, Christian Cassoulot, Christophe Détra, excusé, Dominique Guillain, Valérie Albic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne, Pascal Roche a donné pouvoir à David Sary, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Franchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Gouby, merci, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutenson a donné pouvoir à Jean-Philippe Montagne, Christophe Basile, présent. Christiane Bayet a donné pouvoir à Catherine Doublet, Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino a donné pouvoir à Abderrahim Bentayeb, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet a donné pouvoir à Gérard Vernet, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix, Jean-Paul Forestier a donné pouvoir à Jean-Yves Bonnefoy, Cindy Jardina, Martine Grivillère, Cécile Mariette a donné pouvoir à Cindy Jardina, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout a donné pouvoir à Jean-Marc Dumas, Gérard Barou, Michel Robin remplacé par Jocelyne Barrier, Pierre Garbil, Monique Ray remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson, Stéphanie Bouchard, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, David Sary, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, merci, Paul Duchamp, Olivier Joly, présent. Jean-Pierre Bras a donné pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussy a donné pouvoir à Olivier Joly, Béatrice Dauphin, René Françon, Flora Gauthier a donné pouvoir à René Françon, Alain Laurendon, Nathalie Legal a donné pouvoir à François Forcher, Gilbert Lorenzi a donné pouvoir à Alain Laurendon, François Madvet, Pascal Pelou a donné pouvoir à Patrice Couchot, Ghislaine Poyet, pouvoir à Béatrice Dauphin, Carole Tavitian, pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, Marcel Jouara a donné pouvoir à Martine Charles, Stéphane Villard, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet, Jean-Marc Dumas, Annick Brunel a donné pouvoir à Christian Soulier, André Gachet, Christian Soulier, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, Pierre Drevet, Michael Miomandre, absent excusé, Jean-René Joindel, remplacé par Marie-Pierre Barou, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton a donné pouvoir à Pierre Verdier, Julien Ronzier, Yves Martin, Sylvie Bonnet, Thierry Hareux, Nicole Pinet a donné pouvoir à Yves Martin, Gérard Pestelon excusé, Alexandre Palmier, Yves Duport, Hervé Béal remplacé par Josette Folia, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Daval. Merci.
Merci Patrick. Et je vous propose comme secrétaire de séance Christophe Destra. On continue dans la progression de notre tour de secrétaire de séance. Il n'y a pas de problème avec Christophe qui était volontaire. On va passer à l'approbation du procès-verbal du 28 juin 2022. Est-ce qu'il y aurait des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et puis on passe au premier point à l'ordre du jour, qui est l'adaptation du règlement intérieur de LFA. Très franchement, il est important de mettre à jour ces règlements intérieurs. Il n'y a pas de modifications majeures, c'est des applications réglementaires et des modifications à la marge, comme par exemple inscrire la possibilité d'organiser les réunions de bureau délibératifs en visio, ce que nous faisons depuis un bon moment, sauf qu'on ne l'avait jamais écrit dans le règlement intérieur, donc ça va mieux quand on l'écrit. Est-ce qu'il y a des questions sur ces adaptations? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Vous avez également une mise à jour des délégations qui sont données au président. Là aussi, il n'y a pas de modification majeure sur ces adaptations. C'est toujours impressionnant de voir, mais je vous assure qu'il n'y a pas de loup dans ces délégations. Est-ce qu'il y aurait des questions malgré tout? Vous en avez eu l'intégralité de la liste. Il n'y en a pas. Qui est contre? Pierre Verdier est contre. Tu t'abstiens? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, question? Je n'ai pas compris. Christophe Breton est contre? Ah, c'est ça, d'accord. Alors, un contre. Qui s'abstient? Fait sourire que quelqu'un qui n'est jamais là soit contre, mais faut pas. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, et puis on en arrive au rapport de la Chambre régionale des comptes, et c'est la raison pour laquelle je remercie Alain Berthéas d'être présent parmi nous, puisque nous avons eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui a porté sur des recommandations. Nous avons répondu à ces recommandations, et dans un an, on vous soumettra au Conseil communautaire l'ensemble des réponses que nous faisons aux remarques de la Chambre régionale des comptes. Globalement, je ne vais pas vous relire les recommandations, qui sont d'ailleurs relativement techniques. Nous avons eu ce contrôle pendant plusieurs mois, et très honnêtement, on a du coup eu un audit externe de notre collectivité. Il s'avère que ce contrôle porte sur le mandat 2014-2020, et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, il y a eu un changement profond dans le périmètre de Loire-Forez Agglomération, et ça a quelque peu effectivement percuté les analyses. Et donc, on a effectivement dans ce rapport 3 gros chapitres qui sont concernés. On a à la fois les ressources humaines, à la fois les finances et à la fois la commande publique. Et également, d'ailleurs, un 4e lot qui est la mutualisation. Bon, un certain nombre de remarques sont écrites dans ce rapport. Quand on regarde les recommandations, j'allais dire que ce rapport était plutôt constructif, empreint de remarques et de reproches par moment, auxquels, pour un certain nombre, on a déjà répondu, sans d'ailleurs forcément attendre le rapport de la Cour régionale des comptes, mais des choses qu'on avait diagnostiquées, qui étaient d'ailleurs des choses dans les tuyaux, donc des adaptations. Et puis, force est de constater qu'on n'est pas parfait partout, et on s'appuiera sur ce rapport pour en apporter les modifications. Mais globalement, sur les ressources humaines, la Cour régionale des comptes a des remarques intéressantes, comme évoquant par exemple l'augmentation significative des effectifs, mais dans le même paragraphe signale que c'est bien normal puisqu'il y a eu un élargissement du périmètre. Elle constate des dépenses en augmentation de personnel de par cette augmentation d'effectifs, mais dans la même phrase dit qu'effectivement il y a des attributions de compensation qui compensent très largement et qui font que les ratios sont tout à fait bons. Donc on sent une Cour régionale des comptes assez perturbée par cette modification de périmètre. Sur la commande publique, un certain nombre de points ont été relevés également. Et je vous avoue que certains nous interrogent, puisque par moment, on nous fait le reproche d'être finalement un peu trop souple sur la réglementation, alors que, vous le savez tous, on a des fois l'impression qu'on est un peu trop dur. Donc, il va falloir qu'on adapte tout ça. En tout cas, on tire profit des remarques qui ont été faites. Et sur les finances, le constat de la Chambre régionale des comptes est plutôt positif sur la solidité financière de Loire-Forez Agglomération, même si elle pointe effectivement l'ambition du plan de mandat et les millions que nous voulons mettre en investissement. Mais je ne sais pas si c'est un reproche ou si c'est une qualité. Tout dépend si on est une entreprise, si on est des élus avec de l'ambition ou si on est
effectivement peut être interrogateur sur le montant des investissements. Quoi qu'il en soit, les finances sont repérées comme étant particulièrement saines. Je ne serai pas beaucoup plus long sur le rapport. Je propose qu'il y ait un débat. Vous savez qu'il n'y a pas de vote sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous avons un débat qui est porté à l'ordre du jour. Et je vous invite à poser vos questions ou vos remarques pour ceux qui ont lu les 99 pages du rapport de la Chambre régionale des comptes et les recommandations. Y a-t-il des questions ou des remarques? Ah, il n'y en a pas. Là, pour un débat, ça peut être sympa, là. Hein. Pourquoi je t'ai invité? Oui, je veux pas. Pas de questions, pas de remarques? Bah écoute, on prend. Tu veux dire un mot? Bah oui, vas-y. C'est bien, j'ai pas le droit de parler? Si, c'est bon. Merci. Merci Christophe de m'avoir convié à cette présentation et à ce conseil. Alors, effectivement, comme le président vient de vous le dire, la Cour régionale des comptes a vérifié, contrôlé, puisque c'est son job, l'ensemble de ce que nous avons fait sur le mandat précédent, 2014-2020. Je ne veux pas revenir sur ce que vient de dire Christophe Basile, puisque c'est effectivement la réalité. Juste une petite chose pour vous dire que lorsque ce sont des juges, ce sont des magistrats qui sont à la Cour régionale des comptes, lorsque je les ai rencontrés, puisqu'ils m'ont demandé d'être présent en tant qu'ancien ordonnateur, puisque c'est comme ça qu'on appelle le président d'une communauté d'agglomération, je suis venu bien volontiers. Et j'ai découvert que la Cour régionale des comptes nous donne une vision extrêmement précise du droit. C'est-à-dire qu'en fait, leur livre de chevet, c'est le Code général des collectivités territoriales et l'ensemble des règles et règlements qui font office de cadre dans lequel nous devons travailler. À 2 ou 3 questions, je pense que Christophe a bien remarqué un certain nombre de choses sur les 99 pages. Je les ai lues, hein, quand même, c'est intéressant. Et puis, sans vouloir vous ennuyer, moi j'ai un peu plus de temps maintenant pour le lire. Donc ça m'a permis d'aller dans le détail. Je dois quand même dire que je suis assez surpris, et c'est ce que j'ai dit aux magistrats, de la façon dont ils analysent la réalité des territoires. Ils nous disent le droit, c'est très bien. Donc, avec ça, on sait à peu près où on doit aller. Il y a quand même une seule chose qu'ils oublient, c'est que tous, en tant qu'élus, on est face à des situations qui demandent par moments des choix. Et on a des réalités, effectivement, qui s'appliquent sur les règles, mais ça n'empêche les choix. Et c'est ce que j'avais expliqué. L'exécutif précédent, donc l'ensemble des vice-présidents et moi-même, nous avons fait un certain nombre de choix suite à cet élargissement de périmètre qui, en 2017, il faut être clair, a fait exploser complètement les réalités de chacun de nos territoires. Nous avons eu 1 an pour faire en sorte de retrouver nos équilibres et de donner une certaine cohérence et cohésion. Et je crois très sincèrement que quand on lit ce rapport, on peut être globalement tous, en tout cas tous ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré dans ce domaine-là, assez satisfaits de ce que nous avons fait, parce qu'à aucun moment nous n'avons dérapé. Ça n'a pas été simple, mais on a fait les choix qui, quelque part, s'imposaient, et je pense que vous êtes maintenant en charge, en responsabilité d'un superbe territoire, et ce que j'espère, Monsieur le Président, c'est que, j'allais dire nous, ça c'est le naturel, il revient en galop, je l'ai dit tellement souvent dans cette enceinte, le nous, mais je vous souhaite d'abord de continuer sur ces bases, et j'espère que ce territoire continuera de fonctionner de manière, comment est-ce que je vais dire ça, adéquate pour l'ensemble des habitants. Et je vous remercie et je vous félicite de prendre la suite et cette responsabilité ô combien importante sur une communauté d'agglomération qui est quand même le 2e territoire du département de la Loire, ne l'oublions pas. Merci Christophe de l'invitation, et maintenant je me tais, ce qui est assez difficile pour moi, mais
Merci, merci Alain. Et tu peux rester jusqu'à la fin parce qu'on aura le verre de l'amitié, bien évidemment, pour poursuivre les échanges. Eh bien, on poursuit avec Yves Martin et une série de marchés publics. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Nous commençons par un marché public de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de 2 bâtiments pour le redéploiement du musée des Grenadières. Pour mémoire, le coût prévisionnel des travaux est fixé à 2 190 000 € hors taxes et les critères de jugement des offres sont le prix pour 30% et la valeur technique pour 70%. L'estimation du marché de maîtrise d'œuvre était de 285 000 € hors taxes et il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer ce marché avec le groupement mieux-disant Agence Double, mandataire Saint-Étienne 42, Gulliver, Meopia, Clématis, Guivibat Engineering, CM Économiste, Éco-Acoustique, et pour un montant de 335 487 € 86 hors taxes. Et d'autoriser aussi le président à signer toute modification de marché éventuelle dans la mesure où elle n'impacte pas le montant du marché. Y a-t-il des questions? Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Nous passons ensuite au marché de mise en séparatif des réseaux entre la rue Montorsier et le chemin de la Tannerie sur la commune de Saint-Bonnet-le-Château. La consultation lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée concerne des travaux de mise en séparatif des réseaux entre la rue Montorsier et le chemin de la Tannerie sur la commune de Saint-Bonnet-le-Château. Les critères de jugement des offres, le prix 40%, la valeur technique 60%. Le délai d'exécution est à 22 semaines, dont 3 semaines de préparation, et la commission d'appel d'offres se réunira le 30 août 2022 pour juger les offres les mieux disantes. Le montant du marché est estimé à 500 000 € hors taxes. Et pourquoi nous anticipons cela? Compte tenu de l'agenda des conseils communautaires afin de ne pas retarder l'exécution de ce marché, dont les travaux doivent démarrer pendant les vacances scolaires de la Toussaint, il est proposé au conseil communautaire de compléter les délégations accordées au président en matière de signature des marchés publics en l'autorisant à signer ce marché avec la société mieux-disant qui aura été proposée par la commission d'appel d'offres dans la limite du montant précisé ci-dessus et d'autoriser également le président à signer toute modification éventuelle dans la mesure où elle n'impacte pas le montant du marché. Y a-t-il des questions? Si, il y a Julien Ronzier qui veut poser une question. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je suis toujours surpris de l'organisation, de la mise en place de ces marchés, sur des marchés à 500 000 €, qu'on ne soit pas capable d'anticiper un minimum pour que ça puisse être passé en conseil communautaire et qu'on délègue ça au président. Alors, non pas que je n'ai pas confiance au président, mais je trouve que sur la procédure, ça me surprend, surtout dans une collectivité comme la nôtre. On va y revenir. Voilà, ça y est. Effectivement, ça porte interrogation, Julien, on est bien d'accord. Mais pour apporter des précisions à la question que tu poses, les services n'ont pas eu assez de temps pour préparer ce lancement. Sans doute qu'il va falloir mettre un peu plus comment dirais-je, envisager les plannings différemment pour pouvoir anticiper, surtout que c'est un marché important en valeur et la remarque est tout à fait pertinente. C'est vrai. On va essayer de faire mieux. Oui, non, simplement un complément d'information. Donc, en fait, on a pris la compétence eau depuis 2020, assainissement 2017, voirie, ça fait un peu plus longtemps. 2017 pour les communes qui ont formé l'ensemble des 87. Et en fait, effectivement, oui, on court. Parce qu'on veut répondre à la demande des élus locaux qui ont leur projet de voirie, leur projet de mandat. On fait des introvisions dans les canalisations d'assainissement et ça demande un certain temps. J'espère que d'ici, on va dire, allez, 2023, ça sera encore tendu, mais 2024, après, on aura des budgets conséquents pour faire les travaux
enfin, ou en adéquation avec ce qu'on doit faire, par conséquent, en adéquation avec ce qu'on doit faire. Et je pense qu'on n'aura plus ce genre de questions à délibérer en amont et faire laisser à la présidence. Voilà, oui, c'est vrai qu'on est tendu, on a énormément de travail, on fait des réunions de coordination régulièrement avec au moins les 3 VP, voirie, assainissement et eau potable. Si à cela on rajoute la mobilité et centre-bourg, eh bien ça fait pas mal de compétences qui sont concernées et c'est pour ça que ça prend du temps parce qu'on n'a pas envie de se planter aussi, hein, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un élément de réponse. Oui, je me pose quand même la question, c'est estimé à 500 000 €. Est-ce qu'elle a tenu compte de ces estimations des coûts du marché en ce moment? Parce que ça peut bien arriver à un marché qui arrive à 600 000 ou plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le président va refuser? Comment? Si on dépasse l'estimatif, effectivement, on reviendra au conseil communautaire. Mais ça peut faire partie, dans le contexte actuel de l'augmentation de prix, des choses possibles. On espère que l'estimatif, qui a certainement tenu compte des évolutions, mais elles sont toujours difficiles à envisager dans la précision. Par rapport à cela, effectivement, s'il le faut, ben, ça repassera et ça retardera d'autant les travaux qui sont prévus. Alors juste, Yves, si tu me le permets, simplement, effectivement, qu'on soit très, très clair là-dessus. Ce qui est demandé, et à chaque fois que ça se produira, a priori, la position, c'est qu'on regrette de vous demander de signer des marchés par anticipation. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec la Chambre régionale des comptes, c'est qu'on n'est pas parfait. Après, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Sur l'ensemble des délibérations des marchés publics, ça reste malgré tout vu le nombre, et on sera en capacité de donner le nombre précis de marchés publics demandés à être signés en anticipation, qui en pourcentage reste très faible. Donc c'est comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure. On critique que ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Il y en a beaucoup qui arrivent à l'heure. Donc on n'est pas parfait, on doit s'améliorer. Je rappelle également qu'en 2022, c'est 89 chantiers de coordination sur Loire-Forêt-Agglomération. Et effectivement que ces réunions de coordination sont importantes. Elles font perdre du temps d'un point de vue du marché, mais elles font finalement gagner peut-être beaucoup d'argent, puisque le principe, c'est de coordonner la voirie, l'eau, l'assainissement et quelquefois l'enterrement des réseaux secs. Donc ça prend un peu de temps et ça nécessite de bien calibrer ça avec les communes qui ont leurs propres impératifs de travaux qui doivent être faits pendant les vacances. C'est le cas de ce chantier-là, parce que si ce n'est pas fait pendant les vacances, ben, ça pose un problème. Enfin, voilà. Voilà. Tout n'est pas simple, mais on essaiera de s'améliorer et d'éviter ce genre de situation. C'est très clair pour nous, en tout cas. Ah, Stéphanie Fayard. Mes excuses, j'ai appuyé avec mon ordinateur. Désolée, en suivant. Merci. Allez. Merci. Donc, nous passons au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. Nous passons maintenant au marché de travaux de renouvellement des canalisations d'assainissement sur la rue de Bourgard et la rue des Prés-la-Croix sur la commune de Montbrison. Sur ce marché, les critères de jugement des offres sont le prix 40%, la valeur technique 60%. Le montant de l'estimatif était de 396 684 € hors taxe. Et le marché est attribué à l'entreprise Gourbière-Gachet SMTP pour un montant de 297 255 € hors taxe. Il y a donc une économie, si vous comptez comme moi, de environ 25%, ce qui n'est pas négligeable puisqu'on est à 100 000 € d'économie par rapport à l'estimatif. De moindres dépenses, oui, effectivement, ce n'est pas de l'économie, mais c'est de moindres dépenses. Y a-t-il des questions sur ce marché? Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Ensuite, il s'agit du travaux d'aménagement de voirie de la rue de la République et du faubourg Saint-Jean sur la commune de Montbrison. C'est un très gros chantier qui s'étend sur environ un bon kilomètre. Et cette consultation est passée en groupement de commandes pour le lot 3.
puisque Loire-Forêt est impliquée et la commune de Montbrison également. Les critères de jugement des offres sont le prix 40%, la valeur technique 60%. Il y a donc 4 lots. Le lot 1, il s'agit des voiries réseaux divers, qui a été attribué à Eiffage route centre-est pour un montant de 1 758 523,40 € pour un estimatif initial de 1 963 000. Le lot numéro 2, dallage béton, il y avait un estimatif de 255 000 € hors taxe. Il a été attribué à Seul Loire-Auvergne, à Andrézieux-Boutéon, pour un montant de 251 661,90 €, donc en dessous de l'estimatif encore. Pour ce qui concerne le lot 3, qui est donc, comme je vous l'ai dit au départ, un groupement de commandes entre Loire-Forêt et la ville de Montbrison, il y avait un estimatif. Alors, l'estimatif est de 54 460 € hors taxe. Il s'agit de la part de Loire-Forêt, là, hein. Je tiens à le préciser parce qu'effectivement, quand on prend le total de ce qui a été attribué, on est à 86 808,70 € hors taxe. Donc, dans cette somme de 86 808,70 €, la part de Loire-Forêt est de 42 584,15 €, donc 12 000 € en dessous de l'estimatif, et la part de Montbrison à 44 224,55 € hors taxe. Et ça a été attribué à l'entreprise Au Carré Vert de Roche-la-Molière. Le dernier lot, il s'agit de la signalisation tricolore avec un estimatif de 75 000 € qui a été attribué à Bouygues Énergie Service pour 52 046 €, pardon, ,20 hors taxe. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces marchés avec les sociétés mieux-disantes et pour les montants indiqués, et d'autoriser le président à signer toute modification de marché éventuelle dans la mesure où elle n'impacte pas le montant des marchés. Y a-t-il des questions? Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Nous terminons cette série de marchés par les derniers marchés de travaux d'aménagement de voirie rue de la Varenne sur la commune de Saint-Romain-le-Puy. Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations 60% et la valeur technique 40%. L'estimation du marché était de 350 000 € hors taxe et le marché est attribué à Colas TPCF à Moron-les-Bains pour un montant de 359 513,75 € hors taxe. On est un peu au-dessus de l'estimatif car dans ce marché, certains produits ont pris une bonne augmentation de prix, à savoir les enrobés, principalement. Y a-t-il des questions par rapport à ce marché? Eh bien, s'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Merci Yves. Et on poursuit avec Olivier Joly pour un sujet finance. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Président. En plus, un sujet finance dès le début. D'habitude, je suis toujours à la fin, donc je suis content. Et ça sera rapide parce qu'il suffit simplement de clôturer l'opération du PLUI qui a été lancée donc en 2016. On avait prévu 1 313 000 dans l'autorisation de programme. On arrive à 1 306 137. Il convient simplement aujourd'hui d'arrêter définitivement cette somme et de clôturer le compte. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, il me semble que, j'en profite qu'il y a l'ancien président qui soit là aussi, parce que paraît-il qu'au départ, c'était prévu 850 000 €, on est largement en dessus. Non, c'était un APCP, l'AP a été prévu à 1,3 million, comme il est marqué, 1 313 000, c'était exactement le montant qui était prévu à l'époque. Donc là, on arrive à 1 306 000, donc on est 7 000 € à peu près en dessous. Maintenant, c'est les chiffres en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Juste, Olivier, non, alors le 800 000, je ne sais pas d'où il sort, parce que c'est un APCP, donc il est ouvert du départ, donc là, il n'y a pas de
pas de sujet. C'est justement l'intérêt des APCP, c'est d'ouvrir un budget au départ et ensuite de l'adapter en fonction des répartitions annuelles. Surtout que là, sur la note, vous avez la répartition année par année qui a bien été fixée. Donc, oui, alors, Virginie nous dit qu'on a eu de la DGD dessus. Alors, DGD, vous me dire dotation globale de décentralisation. C'est la fameuse DGD qui est aidée au PLU. Et peut-être qu'on a eu de la DGD au fil des temps. Chaque année, on a eu de la DGD sur le PLUI. Peut-être qu'à l'arrivée, le reste à charge était de 850 ou 900 000. Peut-être cette somme-là qui a été annoncée à un moment donné. Mais je ne vois pas d'autres explications. En tout cas, la PCP n'a pas été modifiée dans sa globalité. Tout à fait. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions à passer au vote, qui serait contre cet arrêt définitif, cette clôture des comptes? Qui s'abstient? Merci. 2 abstentions. Merci, Olivier. Et puis des points ressources humaines avec Patrick Romestin. Pour le point RH, nous sommes sur une adaptation du tableau des effectifs. Et pour le premier point, la création d'un poste d'animateur relais petite enfance itinérant. Et ça, c'est pour la partie nord de notre territoire. Le relais actuel est géré associativement par convention. Cette convention arrive à échéance au 31 décembre. Il vous est proposé une reprise en régie, une modification des modalités de fonctionnement pour le rendre mobile, tout simplement, et aussi pour lui donner plus de proximité avec les communes. Il vous est donc proposé de créer un poste d'animateur du relais petite enfance en catégorie A sur les grades d'assistant socio-éducatif et d'éducateur jeunes enfants. Et ensuite, le deuxième point concerne des modifications d'indices de rémunération pour le poste 349 chargé de mission. Ça, c'est le plan alimentaire territorial avec un indice majoré à 445. Et pour le poste numéro 204, le poste de chargé de projet au service études et travaux, une indemnité majorée de 478. Y aurait-il des questions ou des remarques là-dessus? Oui, bonsoir. Au dernier conseil, on avait parlé de postes à durée indéterminée et de postes à durée courte. Sur l'ensemble des employés de Loire-Forêt, quelle est la proportion entre ceux qui sont à durée indéterminée et à durée courte? Et est-ce qu'il y a un lien entre l'âge des personnes et le contrat qu'ils ont? Merci. Eh bien, merci pour la question. Je propose qu'au prochain conseil communautaire, on donne la réponse parce que la donnée de tête, je ne saurais pas le faire, effectivement. Ce que tu veux savoir, c'est voilà, la part de contractuels dans notre collectivité et la pyramide des âges, si j'ai bien compris. Alors après, je peux répondre très tranquillement sur la question de l'âge. Tu parlais de la question de l'âge de la personne? Ah bah non. Ah non. On ne fixe pas la durée du contrat en fonction de l'âge de la personne. Ah mais si, c'est la question, oui, je n'avais pas vu dans ce sens-là. Non, mais il y avait deux questions. Il y avait la part entre les deux et est-ce que c'est lié à l'âge? Non, c'était simplement s'il y avait une corrélation entre l'âge de la personne et le fait qu'il ait un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Non. Du tout. La réponse est non. Du tout. Pierre Verdier. Oui, je n'ai pas tout compris les explications. Ça veut dire que les 2 crèches dans notre département vont être reprises directement en gestion par l'agglo? Le relais petite enfance. Non, le relais petite enfance. Oui, François, si tu veux intervenir, bien sûr. François. Oui, alors c'est pas du tout les crèches, hein, c'est les relais d'assistantes maternelles. Et l'histoire, c'est celui de Noir-Étape qui était en régie par l'ADMR, qui avait environ une dizaine d'assistantes mat. Et pour rééquilibrer tout le territoire, on le reprend en régie. Donc effectivement, on va prendre quelqu'un. Voilà. Si ça peut répondre à ta question. Oui. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Une abstention. Une abstention. Et pour répondre à la question, pendant ce temps, Virginie, 20% de monoreillettes, oui, comme tu dis, Olivier, 20% de contractuels permanents et 7% de non permanents. Répète. Non permanents. Répète. Alors, 20% de contractuels permanents et 7% de non permanents. Contractuels non permanents. Sur un effectif de 100%, bien sûr.
On poursuit? Tu me rappelles ton truc, là? T'as un autre point, je crois. T'as les indices de rémunération? Ah, t'as fait en même temps? D'accord, pardon. Eh bien, on poursuit, oui, c'est bien ce que je disais, avec Patrick Ledieu, pardon. Merci, Président. Bonsoir à tous. Point numéro 11, où l'on revient sur la modification numéro 1 du PLU de Bouin-sur-Lignon, en rapport avec la ZAC de Champ-Bayard. Suite au recours contre la décision initiale de la mission régionale d'autorité environnementale de ne pas soumettre le dossier à évaluation environnementale, cette dernière a revu son avis et a demandé finalement une évaluation environnementale de la modification du PLU. Le public sera informé des modalités et de la durée de la concertation préalable au moins 15 jours avant le début par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur les lieux concernés par la concertation. Le public sera également informé par voie de presse via les pages d'annonces légales dans 2 journaux locaux. Durant toute la durée de la concertation, des registres de concertation ainsi qu'un exemplaire du dossier de modification seront mis à disposition du public au format dématérialisé et papier. Le public pourra donc prendre connaissance du dossier et consigner ses observations. Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir fixer les modalités et la durée de la concertation préalable telle que présentée, charger Monsieur le Président de l'ensemble des modalités s'y rapportant et autoriser Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la délibération. Y a-t-il des questions? Modification numéro 1 en date de février 2020. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour Bouin. Je laisse la parole à Thierry Herreux pour un certain nombre, 4 sujets assainissement. Thierry, avec la célérité qui est la tienne. Bonsoir à tous. Merci, Président. Alors, la première décision, c'est sur un marché qu'on a à Montbrison, sur la rue Jeanne d'Arc. Et en faisant les travaux, on a découvert des réseaux qui étaient un peu inconnus, donc il a fallu qu'on fasse des travaux complémentaires. Donc vous avez la liste de ce qu'on a utilisé. Tout ça représente 5 667 €, soit 2,18% complémentaires. A été validé par la CAO du 28 juin 2022, ce qui porte la totalité du marché à 265 642 hors taxes. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. La deuxième décision, on aura la même chose sur l'eau potable, vous allez voir après. Donc, c'est qu'en 2020, on est sorti, au 1er janvier 2020, Loire-Forêt a intégré donc, la commune de Boissy-les-Morons qui était dans le CIVAP. On a une délégation de service qui est faite par la SEUR. Donc, en fait, on a un périmètre de délégation qui reste inchangé pour la gouvernance, mais qui est modifié avec 2 maîtres d'ouvrage, le CIVAP et Loire-Forêt Agglomération. Donc, il est proposé au président, il est proposé au Conseil communautaire de bien autoriser le président à valider cette modification. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. La décision suivante concerne la commune d'Usson-aux-Forêts, où en 2019, on envisageait sur un hameau qui s'appelle l'Hermet de faire des travaux d'assainissement collectif. Donc on a repris les travaux, enfin l'étude qui avait été faite, et en fait il s'est avéré que l'étude nous coûterait extrêmement cher sur le nombre d'habitations qu'il y avait, il y en a 14, pour faire un réseau d'assainissement collectif. Donc on a décidé de ne pas faire ce réseau d'assainissement collectif sur ce hameau. Sauf que 2 personnes avaient commencé, suivant la première validation qu'on avait faite, avaient commencé à faire des travaux d'assainissement sur leur maison pour être accordés en assainissement collectif. Donc, ces 2 personnes nous ont contactés et on a fait des rencontres avec eux pour avoir une indemnisation, pour les indemniser en fait, pour une sorte de compensation. Donc, vous avez les noms des 2 personnes. La première, le montant de transactionnel est 12 500 €, 12 000 au titre des frais liés aux travaux inutilement engagés et 500 € de préjudice moral. Et la deuxième est de 8 500 €, de 8 000 dans l'émission de travaux engagés et 500 € à titre de préjudice moral.
Donc, les protocoles transactionnels présentés mettent donc fin aux différends apparus entre les parties et empêchent la survenue d'une procédure contentieuse. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le protocole précédemment évoqué et d'autoriser le président ou son représentant à les signer. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Et la dernière décision, c'est au niveau de la tarification. Donc en 2017, on a déterminé un tarif cible qui vous est rappelé, la part fixe à 40 € hors taxe et la part variable à 1,80 € hors taxe du mètre cube. Donc ça nous a permis de faire beaucoup de travaux jusqu'à aujourd'hui. Et il faut faire évoluer cette tarification qui va nous permettre de faire face aux dépenses complémentaires qu'on a aujourd'hui et surtout d'aller continuer à faire des travaux sur nos communes. Donc, je vous rappelle juste que le schéma directeur qu'on nous a délivré nous propose 500 opérations sur les réseaux et 100 opérations sur les stations d'épuration à l'horizon 15 ans. Que la globalité de tout ça chiffré, c'est de l'ordre de 90 millions d'euros avec des travaux aujourd'hui. Hein, donc, on a tous conscience que les prix continuent d'augmenter, donc on risque aussi d'avoir des augmentations. Donc, on a décidé de vous proposer, à partir du 1er janvier 2023, une évolution des tarifs. La part fixe passerait à 50 € hors taxe et la part variable à 1,95 € hors taxe du mètre cube. Avec, lorsqu'on est en délégation, on a une part fixe qui est déduite, enfin la part du délégataire nous est déduite de la part fixe. Donc, par exemple, sur le syndicat des Trois Ponts à Andrézieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Bonson ont une part toujours de l'usager, le prix ne change pas, sauf que la part qui est reversée à Loire-Forêt est enlevée, enfin on note la part du délégataire. On a aussi une évolution qui sera faite sur la PFAC. Donc, vous avez eu en annexe tous les prix qui ont été proposés. Et donc, la PFAC évoluera, comme on l'a vu en conférence des maires, de 4 000 à 4 050, à 4 080, pardon, pour la partie à partir du 1er janvier 2023. Et après, on vous propose de faire une augmentation, parce que sur certaines communes, il n'y avait pas eu d'augmentation depuis 2014, de faire une augmentation de 2% par an. Donc, il vous est proposé aujourd'hui d'approuver les tarifs relatifs à la compétence assainissement collectif. Tarif 2023 de la part fixe à 50 € par abonné, hors taxe. Tarif 2023 de la part variable à 1,95 € hors taxe du mètre cube. La formule de calcul pour l'application des tarifs communautaires où il existe des variables externes, DSP par exemple. Les grilles tarifaires revisitées, évolution de 2% par la participation forfaitaire à l'assainissement collectif, la PFAC. Et une évolution annuelle des tarifs par fixe, par variable PFAC de 2% par an à compter de l'année 2024 et suivant jusqu'en 2026, pour que les prochains exécutifs puissent décider de la politique tarifaire future en la matière. C'est-à-dire qu'on va jusqu'en 2026 et après nous, les gens décideront s'il y aura une augmentation ou pas des prix. Y a-t-il des questions ? Oui, j'avais pas vu qu'il y avait des problèmes sur le budget assainissement lors du dernier conseil conseil communautaire ou enfin, quand on a parlé du budget et des augmentations de 25% sur la part fixe et de plus de 10% sur la part variable, c'est énorme. Les habitants sont vont être déjà impactés avec l'énorme augmentation de la TEOM et aussi les augmentations des taxes foncières, puisque les bases ont augmenté de plus de 3%. Donc, je trouve que c'est énorme et qu'on aurait pu faire cette augmentation plus tard. Donc, je voterai contre. Note les questions, Thierry, puis tu répondras de façon groupée. Alors, c'est Adeline Boursier. Avant de voter, je souhaiterais qu'il y ait un point sur quelle est la proportion d'actions que l'on peut faire avec ce tarif par rapport au schéma directeur qui a été présenté, quel est le taux de renouvellement de réseau que l'on va pouvoir faire avec ce tarif et quel est le taux de conformité des installations de traitement que l'on peut espérer avec ce tarif. Merci. Thierry Chavaran. Oui, moi, ma réflexion, elle est un peu la même que le premier intervenant.
Je veux quand même rappeler qu'on avait de concert décidé un lissage en 2017, je ne sais plus combien, quand on a remonté l'assainissement, un lissage qui prévoyait, bien sûr, pour certaines collectivités, une augmentation importante. Donc on arrive aujourd'hui, on arrive, plutôt en 2022, je crois, oui, au terme de cette augmentation qui paraissait avec des tarifs, je dirais, ambitieux, même si il y a un gros besoin, il ne faut pas le contester. C'était des tarifs ambitieux et je trouve que ce qui est proposé aujourd'hui était peut-être un petit peu fort. Alors après, plus fort, vous l'avez dit tout à l'heure, 20% sur la part fixe et 10% sur la part variable, c'est beaucoup. Mais en plus, on anticipe, je dirais, en prévoyant une augmentation régulière de 2%. Alors, je voudrais faire référence un petit peu à ce qui s'est passé pour le budget général. C'est bien mieux d'être dans des situations confortables et dans des situations d'excédent. Ça, c'est bien mieux que d'être dans des situations de déficit. Il ne faudrait pas qu'on soit dans le même cas. Et aujourd'hui, vous connaissez le contexte. On a un problème de pouvoir d'achat, on en parle tous les jours. Moi, même s'il y a des besoins, je ne le conteste pas, et même si les marchés et les coûts des travaux ne vont pas en baissant. Mais je m'interroge un petit peu par rapport à ça, et c'est une interrogation. Je ne voterai pas contre, mais je m'abstiendrai, parce que je considère que, après, si vous voulez, je ne sais pas quand tout ça s'arrêtera. Bon, si les usagers sont OK pour payer, pas de problème, mais dans le contexte actuel, je pense qu'on est quand même, on y va un tout petit peu fort. Voilà, merci. Julien Ronzier. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit précédemment sur les augmentations, notamment ce qui nous avait été dit en 2017. Et on voit aujourd'hui qu'on veut continuer à augmenter, notamment pour un certain nombre de communes où les coûts étaient plutôt bas, mais qui avaient des réseaux en bon état et des stations en bon état. Moi, j'ai aussi une autre remarque, c'est sur l'ensemble des coûts. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, sur l'ensemble des coûts au niveau de l'eau en général, que ce soit l'eau potable ou l'eau usée, et on voit aujourd'hui sur la commune de Solémieux notamment des habitations qui se construisent, et on arrive à avoir pratiquement 10 000 € entre le coût à l'eau potable et le coût à l'assainissement. Ensuite, il faudra rajouter ces augmentations qui sont plus qu'importantes et qui aujourd'hui, pour moi, ne se justifient pas puisqu'on n'a pas d'argument qui justifie ces augmentations. Et pour conclure, effectivement, les coûts augmentent et l'inflation est là, mais les salaires des gens n'augmentent pas aussi vite que les coûts qui sont présentés ici. Donc moi, je voterai contre. Alors, on va commencer par les comptes. On a un déficit de clôture, de mémoire, Olivier, 500 000 €. Un déficit de clôture de 500 000 €. Donc, moi, je veux bien qu'on n'augmente pas. Demain, on ne fera plus de travaux. On a un schéma directeur qui nous impose 500 opérations de réseau, 100 opérations sur station. 90 millions d'euros sur 15 ans. Aujourd'hui, on peut investir 5 millions d'euros. Non, mais c'est bien, Julien, on n'investit plus, quoi. Enfin, on peut aussi ne plus investir. Il faut aussi penser, ne pas penser à nous, à penser aux gens qui vont venir après nous. On renouvelle nos réseaux aujourd'hui à hauteur de 200 ans. Les tuyaux durent 100 ans. Donc, si on veut réduire ça et pouvoir renouveler les réseaux plus vite, il ne faut pas penser, faut penser tout de suite à avoir une augmentation pour pouvoir renouveler les réseaux et faire nos opérations du schéma directeur. Demain, les non-conformités vont nous obliger, vont obliger les communes à ne plus pouvoir délivrer de permis de construire. L'État nous dit ça. Si vous ne faites pas les travaux de conformité, sur certaines communes, on ne pourra plus délivrer des permis de construire. Je ne vais pas prendre de commune par hasard, mais M. Bru, vous habitez une commune où on peut ne plus avoir à délivrer de permis de construire parce qu'on ne va pas dans la conformité. Donc c'est pour ça aussi, on ne se fait pas plaisir d'augmenter les prix. On a tous conscience que 15 centimes et 10 €, ça fait beaucoup. Après, sur une année, un couple avec 2 enfants, ça fait 28 € par an. Il faut aussi relativiser les choses. Donc ça, c'est pour l'augmentation des prix. Il y a des gens qui n'ont pas été augmentés depuis 2014. Donc quand vous dites on augmente avec le pourcentage que vous annoncez,
revenez en arrière et refaites depuis 2014. Si on avait augmenté de 2% depuis 2014, le tarif serait plus fort que celui qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, il faut aussi, à un moment donné, l'augmentation, elle n'a pas eu lieu. Personne ne s'est plaint qu'il n'y a pas eu d'augmentation pendant 8 ou 10 ans. Aujourd'hui, on est obligé. Vous voyez bien que l'inflation, elle va être à 6,5 ou 10%. Ce qu'on propose, c'est 2%. Après, le problème des salaires, moi, j'ai un cabinet privé, j'augmente mes salaires à la hauteur de l'augmentation de l'inflation. Après, voilà, chacun est libre de son choix. Mais il ne faut pas dire que les salaires n'augmentent pas. Ça, c'est faux. Parce que vous n'êtes pas dans le privé comme je le suis, donc vous ne pouvez pas dire ça. Parce que si je vais vous emmener dans le privé, je vais vous faire voir que les salaires augmentent. Ça, c'est sûr. Après, sur le renouvellement des... ce que tu disais, Anne-Lyne, les conformités, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 90 millions d'euros à investir pour être dans la conformité. On ne peut investir aujourd'hui que 5 millions d'euros avec les budgets qu'on a. Donc, si vous faites la division, vous voyez qu'on y arrive, enfin, parce qu'il n'y a pas que les conformités, hein. Il y a aussi les projets de communes, il y a aussi les stations d'épuration qui, à un moment donné, il va falloir renouveler. Donc, oui, 90 millions, il va falloir les supporter. Donc, c'est pour ça que les tarifs qu'on vous propose nous permettront d'avoir des résultats de clôture en 2026. Hein. On a moins 500 000 en 2021. On aura un résultat de clôture à 400 000 euros. On ne fait pas des miracles non plus avec 400 000 euros sur des budgets de 5 à 10 millions d'investissements. Il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. Moi, je voudrais dire quelques mots sur les déclarations que j'ai entendues, qui sont des prises de position quelque peu démagogiques et très faciles. Très faciles, mais de la part de maires, quand même, ça me surprend. Ça me surprend parce que quand on est élu en responsabilité, et quel que soit le poste qu'on obtient, mais d'autant plus quand on est élu, quand on est maire, il y a une forme de responsabilité de ce que l'on dit. Et quand on dit quelque chose, c'est une parole publique, et on est censé la dire avec un consentement éclairé, ou du moins une parole éclairée. Moi, quand j'entends la réponse de Thierry qui est assez complète, et qui montre que quel est l'élu qui va être content d'augmenter une taxe ou un impôt. Moi, j'en connais pas. Et moi, le premier, je ne suis pas favorable à ça, et je peux vous dire que les discussions ont été très longues. Déjà, au comité de pilotage que je salue, puisque le comité de pilotage qui a travaillé sur ce sujet a produit un travail extrêmement important qui a été présenté en conférence des maires, et qui a montré toute la complexité du sujet, y compris le renouvellement des réseaux, la mise aux normes, etc. Loire Forêt n'est pas responsable de tout. Loire Forêt n'est pas responsable de l'explosion des prix de matières premières, qui touche tout le monde, qui touche les ménages, bien évidemment, qui va toucher les collectivités locales et vous, les mairies, vous-même en tant que maire aujourd'hui, vous êtes en train de vous demander comment vous allez payer votre électricité, l'énergie, et certaines communes, je les entends, n'ont pas d'autre choix que d'augmenter la fiscalité. C'est les mêmes qui, aujourd'hui, pourraient prendre des positions différentes. Et je vais y revenir parce que c'est important. On n'est pas responsable non plus donc la flambée des prix j'ai pris, et des normes et des décisions de l'État qui se durcissent, alors qu'elle laissait faire tout un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous rappeler les 13 millions d'euros qu'on a investis récemment en assainissement, et ça va continuer parce qu'il y a des choses à faire et c'est fondamental si on veut les faire. Bon, quand on met tout bout à bout, le comité de pilotage a fait des propositions qui étaient derrière, et je le dis très tranquillement, plus importantes que celles qui vous est proposées ce soir. C'est en discussion de bureau où effectivement le pouvoir d'achat des personnes, la difficulté des citoyens face à ça, nous fait dire qu'on va essayer de trouver des solutions moins brutales. Et la proposition qui vous est faite ce soir, qui a été donc validée en conférence des maires, est un petit peu moins importante sur l'augmentation que ce qu'avait proposé le COPIL. Il y avait aussi une autre proposition qui était beaucoup plus ambitieuse, qui était des augmentations plus fortes, qui permettaient d'investir encore plus et d'aller plus vite dans les travaux des communes. Parce que faut bien se rendre compte que le premier demandeur des travaux,
c'est la commune. Il y a certes des obligations, mais c'est la commune par ses travaux de voirie qui nécessitent des travaux de coordination, on en a parlé tout à l'heure, et de vérifier l'état des réseaux. Et puis, il y a un point qui est fondamental. Je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter d'être hypocrite. Quand on est sur des bases fiscales, quand on est sur des taux d'imposition comme le foncier, Monsieur Bru, vous avez mélangé mais c'est astucieux dans une démarche de politique politicienne, mélanger ce qui relève de la décision de Loire-Forêt avec des décisions qu'elle subit. Vous avez mélangé le vote de ce soir, qui est une décision de Loire-Forêt, même si elle est contrainte par un certain nombre de mécanismes, avec une augmentation des bases fiscales de 3% par an, qui n'est pas notre décision. Eh bien, si on va jusqu'au bout, vous m'avez donné une idée, c'était justement de poursuivre ce raisonnement. Quand vous avez une fiscalité, vous avez des bases qui augmentent de 3%, cette augmentation de base qui touche le ménage, qui est une décision nationale, elle est faite aussi pour compenser les augmentations de prix et les augments de salaire de nos fonctionnaires par le glissement vieillesse technicité, et plus récemment le 3,5% qui touche l'ensemble du budget général et les budgets annexes. Impact sur le budget assainissement du 3,5%, 70 000 euros. Quand on a une augmentation des bases avec un même taux, on peut décider de ne pas toucher le taux, mais mécaniquement, par cette décision nationale d'augmentation de base, on a un moyen de suivre l'évolution de ces dépenses qui permettent, sans modifier le taux, de pouvoir tenir un budget. Sur l'eau et l'assainissement, c'est complètement différent. On n'a pas de base, on n'a pas de taux, c'est un tarif. Dire aux gens qu'on ne va pas modifier le tarif, alors qu'on a chaque année des augmentations de dépenses et qui, aujourd'hui, flambent, c'est aller dans le mur. Donc, quand on a un lissage, merci Thierry de l'avoir rappelé, qui a été difficile pour les communes qui ont subi le lissage, pendant tout ce temps-là, il y a 45 communes qui n'ont jamais eu la moindre augmentation. Très bien, elles étaient déjà au taquet, rattrapées, elles n'ont jamais eu. Sauf que ces 45 communes qui avaient un pool de travaux et d'organisation, qui depuis 2011, je crois, et pas depuis 2014, depuis 11 ans, n'ont jamais eu d'augmentation. Donc il arrive un moment où effectivement, on va dans le mur si on n'augmente pas le tarif. Et c'est la raison pour laquelle il vous est proposé, à la différence de ce qu'avait proposé le COPIL, qui proposait une augmentation de la PFAC beaucoup plus forte d'un coup, donc il y avait les 3 facteurs qui étaient touchés, l'abonnement, le tarif au mètre cube et la PFAC, qui prenait 500 € d'un coup. On a préféré faire l'abonnement, la consommation, prix au mètre cube, et de mettre un pourcentage d'augmentation jusqu'à la fin de mandat de 2% par an pour être transparent. Et il est évident que ce 2% ne va absolument pas suivre ni l'inflation, ni les 3,5% du point d'indice aujourd'hui, ni l'augmentation du SMIC qui a été décidée. Mais on tient le budget et on arrive à présenter en 2026 quelque chose qui tient à peu près la route pour la suite. Voilà la proposition qui est faite, et c'est surtout d'intégrer cette notion d'augmentation régulière qu'il y a, que nous ne mesurons pas au travers de tarifs qui, s'ils ne bougent jamais, nous emmènent forcément dans le mur, dans un contexte naturel que tout le monde vit et que vous vivez dans vos collectivités, mais que vous ne percevez pas de la même façon, dans nos collectivités, pardon, qu'on ne perçoit pas de la même façon parce qu'on a justement cette augmentation de base qui nous permet d'avoir une recette dynamique que nous n'avons pas sur nos budgets annexes, eau et assainissement. Voilà pourquoi on en arrive là, mais je vous rassure, ni pour moi, ni aucun des collègues ici, c'est de gaieté de cœur qu'on est amené à faire ça. Mais ça s'explique, ça se comprend, il ne faut pas se tromper de cible. Loire-Forêt n'est pas responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et vous verrez que même peut-être un certain nombre d'entre vous seraient amenés à prendre des décisions difficiles sur la fiscalité. Maintenant, si je me mets à la place de nos habitants, il est évident que les temps sont durs, il est évident que ce n'est pas facile, mais je crois que c'est véritablement un vrai problème national qu'on va avoir à résoudre. Et s'il n'est pas que national, il est carrément international. Il suffit de regarder, alors je n'ai pas envie de dire qu'il faut qu'on ressemble à ça, mais j'ai appris qu'en Argentine, l'inflation est aujourd'hui de 20% par mois. Voilà. Nous, on est à 6,7 et ça devient très compliqué. Et effectivement, je le redis, c'est compliqué pour les habitants, c'est compliqué pour les collectivités locales, mairies, et c'est compliqué pour l'ensemble des collectivités territoriales.
Oui, je voulais pas parler du cas particulier de Monson, mais aller expliquer aux habitants des Grillettes à qui on avait dit que l'assainissement se ferait en 2017. Ensuite, il y a eu une réunion publique où leur a dit que l'assainissement se ferait en 2020 ou 2021 et qui attendent toujours. Ou aux habitants du lotissement des Églantines à qui on dit d'abord les Grillettes et vous après qu'on va encore augmenter et qu'eux n'en bénéficient pas. Voilà, merci. Thierry Goubi. Non, pardon, Adeline. Je peux essayer de mettre une voix plus virile si vous voulez, mais concrètement, je pointais clairement des données un peu techniques pour qu'on ait aussi, le débat sur le pouvoir d'achat, on le connaît tous. Je voulais donner un autre axe à la discussion, je reviens sur mes questions. En fait, mesurer ce que l'on peut faire avec cette hausse de budget est aussi importante pour motiver notre décision. C'est pour ça que j'espérais un peu de retour un peu plus précis sur ce qu'on pouvait faire avec. J'ai vu ce qu'on ne pouvait pas faire, mais je n'ai pas vu ce qu'on pouvait faire. Merci. Alors, pour les Grillettes, parce que je ne sais pas si vous êtes bien au courant, mais on a des problèmes d'acquisition foncière, donc on travaille dessus. Donc, quand on a un particulier qui est en face de nous, qui ne veut pas nous vendre un bout de terrain pour qu'on passe des tuyaux, on se bat pour essayer de trouver une autre solution. Je pense qu'on en a une autre, et c'est programmé sur 2023. Après, Adeline, quand on a 500 000 euros de déficit de structure, une augmentation comme ça nous permet d'avoir un équilibrage en 2026 de 400 000. Donc, on ne va pas faire des miracles. On pourrait augmenter plus, mais aujourd'hui, on va se contenter de faire 5 millions, 5 millions et demi, 6 millions de travaux, en espérant que les organismes qui nous subventionnent, qui sont l'agence de l'eau et le département, ne se désengagent pas. Ce n'est pas les échos que j'ai aujourd'hui. On peut avoir un désengagement du département sur certaines subventions, donc il faudra qu'on fasse avec. Donc, les travaux, notre volonté, c'est de faire entre 5 et 6 millions de travaux par an. Mais on ne fera pas 10 millions de travaux par an parce qu'on augmente de 15 centimes du mètre cube et de 10 € le montant. Ou alors, il faut aller plus loin. Si on veut augmenter, c'est ce qu'on avait vu en conférence des maires, si on veut aller encore plus loin dans les travaux, ce n'est pas 50 qu'il faut mettre, c'est peut-être 60 ou 80 comme l'eau potable, et ce n'est pas un 95 du mètre cube, c'est 2,20 ou 2,15 comme l'eau potable. Et là, on pourra faire encore plus de travaux. Là, on va essayer de répondre aux non-conformités qu'on a aujourd'hui, et ça sera déjà bien. Merci, Annie. Bon, on va passer au vote. Qui s'abstient? 1, 5. Relevez bien haut, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? 1, 2, 3. Merci. Je vous remercie. Merci Thierry à nouveau de ce travail. Merci au comité de pilotage et à ceux qui ont travaillé. Et merci à l'Assemblée du Conseil communautaire de ce vote qui est très, très largement majoritaire sur une décision, je le redis, difficile pour tous. Mais je crois que vous l'aurez compris, ce n'est pas toujours très simple. On poursuit avec, sujet CIVAP côté eau potable. Oui, comme l'a évoqué Thierry en ce qui concerne la DSP, concernant l'assainissement. Parle dans ton micro. Sur les ex-communes du CIVAP, notamment. Donc, moi, pour l'eau potable, il y a 2 autres communes qui viennent se rajouter, c'est Gréseul-Fromental et Chalanes-Comtal. Donc, voilà, c'est un avenant avec la société SOR qui va nous emmener à travailler avec eux jusqu'en 2027. Est-ce que ça amène des observations? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre? Qui s'abstiennent? Eh bien, je vous remercie. Je profite de l'occasion pour vous signaler tout de même qu'au 1er juillet 2022, les ressources en eau étaient au niveau de fin août 2022. Donc, si vous avez des outils... 21, pardon, oui. Donc, si vous avez des outils de communication pour dire à vos citoyens, vos habitants, d'utiliser l'eau potable à bon escient, on va dire, eh bien, allez-y, envoyez sur vos réseaux. Ça serait bien. Voilà, merci à vous et bel été. Merci pour ce rappel, Patrice. Pierre Giraud pour des mises à jour de convention.
Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, un petit sujet pour une mise à jour de convention sur la collecte des textiles, linge et chaussures. Aujourd'hui, nous avons 3 conventions, une avec l'organisme, l'éco-organisme et 2 avec des opérateurs. On vous propose de les mettre à jour par une délibération dans la mesure où en 2022, après un certain nombre de travail qui a été réalisé sur le territoire et en accord avec plusieurs communes, puisqu'il y en a 18 qui sont concernées. Ces 18 communes auparavant ont été collectées par le biais d'une collecte, j'allais dire, qui se passait tous les 6 mois, voilà, et en porte-à-porte. Donc là, aujourd'hui, en accord avec l'ensemble de ces communes, on va pouvoir installer 18 nouvelles bornes, donc à proximité des habitants. Donc ça sera pour nous et pour vous un meilleur service qu'on pourrait rendre. Donc, l'avenant consiste à effectivement le matérialiser dans la convention que nous avons aujourd'hui. Dans la lettre de synthèse, vous aviez la liste de toutes les communes concernées. Je pense que vous allez vous y reconnaître. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des précisions par rapport à ça? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote pour approuver ces avenants. Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Est-ce qu'il y aurait des abstentions? Merci. Bien, on poursuit avec 2 sujets environnement présentés par Marie-Gabrielle Pfister. Alors, pour commencer, je vais vous proposer l'adhésion à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Atmo est l'acteur officiel pour accompagner les collectivités et les entreprises aussi dans l'élaboration de plans d'action pour améliorer la qualité de l'air. À noter que Atmo avait déjà fourni à Loire-Forêt Agglomération des informations nécessaires lors de l'élaboration du plan climat air énergie en 2019. Donc, je ne serai pas plus longue sur le sujet. Je vous propose de bien vouloir donc adhérer à Atmo sans limitation de durée et de lui octroyer une cotisation annuelle d'un montant de 18 887 €. D'accepter de verser chaque année le montant de la cotisation appelée par Atmo, qui pourra augmenter, c'est le sujet, en fonction de l'évolution de la population et des taux votés par l'association. Actuellement, le taux est calculé de la façon suivante, c'est la population INSEE de 2017 multipliée par 0,1724 € par habitant, c'est-à-dire en gros 18 centimes. Acter le fait que Loire-Forêt pourra décider de dénoncer cette adhésion chaque année sur simple délibération et donc d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document afférent. J'ai peut-être oublié le stade questions, j'allais passer au vote. Y avait-il des questions? Alors donc le vote, y aurait-il des personnes pour? Bon courage pour compter, Marie. Je vous remercie. Tu as réussi à voir s'il y avait des abstentions ou des votes contre, là, hein? J'ai l'impression que tout le monde avait levé la main, mais pour vérifier, y avait-il des contre? Non. Et des oppositions? Non plus. Non, des abstentions, pardon? Non plus. Merci. C'est unanimité. Je passe dans la foulée sur l'avis sur le plan de protection de l'atmosphère. La préfète nous a sollicité pour avoir l'avis de Loire-Forêt sur le 3e plan de protection de l'atmosphère, le PPA, qui est défini pour les années à venir de 2023 à 2027. Ce PPA a évolué de périmètre. Vous devez savoir qu'avant, il y avait les communes de Saint-Étienne Métropole, et chez nous, il n'y en avait que 5 qui faisaient partie de ce périmètre, qui étaient Saint-Just-Saint-Rambert, Bonson, Saint-Cyprien, Suril-Comtal et Saint-Marcellin. Dorénavant, on en avait parlé en janvier au Conseil communautaire, le périmètre intégral de LFA, les 87 communes, sont intégrées dans ce PPA. Ce PPA permet d'avoir un plan d'action avec des mesures qui sont essentiellement incitatives et qui globalement ne constituent pas d'obligation supplémentaire pour Loire-Forêt. Je résume assez rapidement parce que j'imagine que vous avez tous lu avec beaucoup d'intérêt la note, mais
je continuerai en disant que les mesures et les actions concernent essentiellement l'industrie. Elles ne sont pas trop contraignantes, mais visent à mieux connaître les pollutions de l'industrie. Le résidentiel et le tertiaire pour inciter à rénover, à remplacer, à avoir des bâtiments plus performants. Un autre chapitre est celui de la mobilité et de l'urbanisme. Et pour finir, l'agriculture, qui est surtout permettrait d'améliorer les connaissances sur ce qui est émis de polluants par l'agriculture. Voilà. On propose au Conseil communautaire, tout d'abord, d'apporter un avis favorable sur le PPA, compte tenu des effets positifs à attendre pour la santé des habitants et des faibles contraintes qui en découlent et des accompagnements, notamment financiers, qui induit notamment pour le secteur économique. On vous propose aussi d'émettre une réserve sur une mesure, qui est la mesure MU3, qui est une mesure qui concerne l'urbanisme. On émettrait une réserve de manière à ce que nos communes rurales ne soient pas considérées comme les grosses communes urbaines au regard de la desserte de transport en commun. Et cette mesure visait à restreindre le... non, c'est pas ça, à restreindre j'ai perdu mes mots. La construction d'habitats dans des zones qui ne sont pas desservies par la mobilité, par les transports en commun. Alors c'est vrai, pour recentrer sur les grosses, entre guillemets, les plus grosses collectivités, mais pour nos zones rurales, donc on émettrait une réserve sur cette mesure. Voilà. Auriez-vous des questions? Oui, moi c'est une remarque autant qu'une question. Marie-Gabrielle, tu viens de, comment je dirais, de démontrer dans ton dernier argument, là, qu'il est proposé de la fameuse réserve, qui est proposé d'émettre, de démontrer le risque qu'il y a dans ces fameux PPA. C'est qu'aujourd'hui, c'est des mesures qui sont certes incitatives, mais le risque, et on sait très bien qu'à terme, ça aboutira, et ça risque d'aboutir à des mesures réglementaires. Alors, moi, tu as la réserve qui est proposée d'émettre, vous comprenez bien que je suis 100 fois pour, sauf que je sais pas si elle sera prise en compte au niveau de, comment je dirais, de la région, parce que je crois que c'est la région qui chapeaute tout ça, non? Si je dis pas de bêtises. Donc après, c'est bien beau de vouloir, je dirais, faire de l'écologie toujours et encore, d'être moins polluant, pas de problème. Sauf que tôt ou tard, ça, comment je dirais, ça intervient et ça entrave un petit peu l'économie parce qu'il faut que ça se paye. Donc moi, je suis un petit peu sceptique par rapport à tout ça. Parce que quelquefois, ça va trop loin et tu l'as démontré. Donc, je suis sceptique, moi, par rapport à tout ça. C'est à la mode, on est là-dedans. Et c'est vrai que, indépendamment de la construction, tout ce qui est proposé, le contexte de pollution dans les grandes agglomérations, il n'est pas tout à fait le même que dans nos montagnes. Et malheureusement, on voudrait appliquer les mêmes règles. Donc, moi, ça m'interroge beaucoup. Merci. Moi, je crois surtout pour répondre que le risque, c'est peut-être de respirer un air pas trop pollué. C'est un risque que je veux bien prendre, même si plus tard, il y a des contraintes. Ma réponse n'est peut-être pas politiquement correcte, mais en tout cas, c'est la mienne. Oui, moi, je voulais intervenir sur la réserve. On nous demande un avis. Pour moi, un avis défavorable ou défavorable. La réserve, quand j'ai toujours eu un avis réservé, moi, je le fais toujours basculer dans le sens qui m'arrange. Voilà, quand je suis en situation décidée, un avis réservé est un avis qui est un avis faible. Donc, soit on est favorable voilà, sur un certain nombre de choses, soit sur le dernier point, moi je proposerais d'émettre un avis défavorable. Enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'un avis réservé, je ne sais pas ce que c'est qu'une réserve. Pour moi, ça ne. C'est une mesure qu'on n'appliquerait pas de la manière dont elle est proposée. Oui, mais voilà, en termes je peux bien jouer ma techno de temps en temps et reprendre un peu ces termes-là. Moi, je vous dis un avis réservé, je le fais basculer en avis favorable. C'est pas un avis je suis décideur, c'est pas un avis qui me dérange. Un avis défavorable, c'est un avis qui interroge. Voilà. Donc moi, je proposerais que plutôt que d'émettre une réserve sur le point qui a été mentionné, on soit sur un avis défavorable. Et là, je parle du point de vue d'une commune rurale qui n'est pas desservie par les transports en commun. Voilà. Donc très peu. Voilà, donc je serai plus carré. La position,
Au jour d'aujourd'hui, un avis avec réserve, moi, ça me parle très clairement. Je vous rappelle que, je vais vous expliquer. Je vous rappelle que sur ce dossier, on a eu une première délibération qui était un avis défavorable et qu'on s'engageait à retravailler tout ça avec l'État. Depuis, toutes les fiches actions ont été retravaillées. Et le PPA demande un avis sur ce qui a été écrit, plus les fiches actions. Il n'y a pas de risque de durcissement de quoi que ce soit pendant la durée du PPA. On adopte un PPA avec ses fiches actions. Et il n'était pas question d'avoir des mesures identiques entre les agglomérations polluées et les autres. On a complètement fait adapter le PPA à la géographie qui était la précédente, des 5 communes proches de Saint-Étienne Métropole, avec des mesures spécifiques, c'est écrit comme cela, et ensuite, des mesures souvent plus pédagogiques et qui existent déjà dans notre plan climat air énergie territorial sur les autres communes. Donc il y a une distinction très claire sur toute la durée du PPA. Donc il n'y a pas de risque pendant la durée du PPA, reste à voir sur le PPA 4 si ça se durcit ou pas. Et dans ce cas-là, on sera libre d'y être ou pas. Deuxième chose, l'avantage de ce PPA, c'est qu'en intégrant un PPA, ça permet à des entreprises qui aujourd'hui sont nos entreprises sur notre territoire, dans nos communes rurales, qui sont des entreprises polluantes, qui vont se retrouver dans une réglementation coercitive, de leur permettre d'obtenir des subventions pour se mettre aux normes quand ça va leur tomber dessus. Et si on ne l'est pas dans le PPA, elles n'auront pas ces fameuses aides de l'État qui leur permettraient de se mettre aux normes. Bien sûr que c'est un petit peu coquin des fois de la part de l'État de faire comme ça, mais n'empêche que c'est la réalité. Enfin, sur la marque de Simone, que je comprends tout à fait, il se trouve que cette petite phrase sémiline qui est arrivée n'a jamais été effectivement l'objet d'une discussion. Moi, la proposition, elle est très claire. C'est un avis favorable avec cette réserve. Si la réserve n'est pas levée, l'avis devient défavorable. Et ça sera écrit tel quel. Exactement comme un architecte des bâtiments de France qui vous fait un avis favorable avec la prescription ou la recommandation, je ne sais plus lequel est le plus fort, et si vous ne le faites pas, son avis il devient défavorable. C'est exactement pareil. Donc, ils ont voulu jouer en modifiant comme si de rien n'était cette petite phrase. Nous, ça nous a fait écho tout de suite. Donc, la proposition est claire. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Délibération, avis favorable, à la condition que cette phrase soit modifiée telle qu'on le propose. Si ça n'est pas le cas, l'avis devient défavorable et on adjoindra un courrier à Madame la Préfète en ce sens. Ça te convient? Voilà. Et sur les réserves de Thierry, je partage les mêmes. La seule ambition que nous avons, et Marie-Gabrielle sait ce que je veux dire par là, et elle ne sera pas offusquée de mes mots, la seule ambition que nous avons sur la forêt d'agglomération, c'est de préserver ce que nous avons. On n'est pas en train de vouloir plus blanc que blanc, ou de faire mieux que les autres. Je veux préserver ce que nous avons. Ça peut paraître faible comme ambition, je peux vous dire que c'est loin d'être simple. Et c'est ça, on veut préserver ce qu'on a. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a un plan climat et énergie territoriale sur lequel on est un peu en avance par rapport à d'autres, et on l'intègre dans un PPA, enfin du moins on intègre le PPA ou le PCAET, vous prenez comme vous voulez, et on permet à un moment donné d'actionner des aides qui sinon seraient réservées, parce que qu'est-ce qui a changé fondamentalement? C'est que soit on y rentre tout entier dans ce PPA, soit on n'y rentrait pas du tout. Et si on n'y rentre pas du tout, nos 5 communes qui sont proches de Saint-Étienne Métropole passaient à côté de tout un tas de mesures d'aide directe. Mais on ne voulait pas y rentrer tout entier avec les mêmes conditions pour tout le monde. Voilà. Et petit à petit, à force de se retrousser les manches et de montrer les dents, parce que c'était un peu ça quand même, on y est arrivé. On a des fiches actions. Ce qui était impossible est devenu possible. Très bien. Voilà ce que je voulais rajouter, Marie-Gabrielle. Merci, Président, pour ces explications très pédagogiques. Donc, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Une personne. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, on s'approche tout doucettement de la fin de ce conseil communautaire. Et une fois n'est pas coutume, avant qu'il le dise lui-même, on a gardé le meilleur pour la fin. Valérie Goutefard.
Merci Christophe. Voilà, si je dois conclure la saison 2 de cette deuxième mandature, j'en suis ravi. Deux points à l'ordre du jour concernant l'habitat. C'est le renouvellement de l'adhésion à l'ADIL. L'ADIL a évolué en 2021 en passant, en conventionnant avec nos amis du 43. Donc maintenant, c'est bien l'ADIL 42-43. Grosso modo, toutes les EPCI de la Loire et de la Haute-Loire adhèrent à l'ADIL. Et aujourd'hui, elle est présidée par Fabienne Perrin, conseillère départementale du Stéphanois. Donc l'ADIL, qu'est-ce que c'est? Elle apporte des conseils complets et personnalisés au grand public sur toutes les questions liées au logement et à l'urbanisme, de façon gratuite et neutre. Ces informations peuvent bénéficier aussi bien à des propriétaires bailleurs qu'à des locataires, à des candidats à la construction, à des propriétaires occupants ou bien encore à des primo-accédants. On retrouve les permanences de l'ADIL à la MDHL à Montbrison et parfois dans nos France Services. Le bilan 2021, c'est 1260 consultations. Un appui de l'ADIL dans la lutte des groupes d'habitat indigne, voilà, qu'on mène tous les trimestres sur les différents secteurs de LFA. Et la cotisation, elle se fixe par un montant de 11 centimes par habitant, ce qui représente 12 512,17 habitants. Euros, pardon, voilà. Le 17, je vous disais, il y en a un habitant de plus, voilà. Il fait les 17 centimes, 1,5. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Non? Eh bien, je continue sur le dernier point qui est une modification du règlement du PLH. Le PLH qui a été approuvé par Alain Berthéas le 28 janvier, par la mandature d'Alain Berthéas le 28 janvier 2020, j'en profite pour ce là, hein, et que c'est le dernier point à l'ordre du jour, avant le copieux buffet qui nous est réservé. Et vu qu'il y a beaucoup moins de monde, il était prévu pour 130 personnes, on est 80 dans la salle, donc on va rester tard. Le règlement, il y a plusieurs petits points, des modifications de périmètre qui a été demandé par les communes, dont Montbrison pour coller avec l'ORT et les communes de Servières et Chenareille. Ça porte aussi sur des modifications liées au bonus de performance énergétique en lien avec le plan climat-air territorial de LFA. Donc on a travaillé avec Marie-Gabrielle. Des modifications liées au régime d'aide concernant la mousse pour l'habitat nouveau des gens du voyage. Et puis l'action 21 qui aide à des travaux ayant un impact patrimonial visible. Donc l'objectif de ces actions est de prendre en compte le surcoût lié à la qualité de la rénovation pour des travaux extérieurs dans les secteurs patrimoniaux protégés soumis à l'ABF. Voilà. 66 communes sur 87 sont concernées par des prescriptions ABF. Voilà, donc il vous est proposé d'abroger le règlement actuel d'attribution des aides du PLH, d'adopter le nouveau règlement d'attribution des aides PLH tel qu'il est présenté en annexe et d'autoriser le président à signer cette nouvelle convention, enfin ce nouveau document. Voilà. Pareil, y a-t-il des questions? Pas de questions. Eh bien, y a-t-il des abstentions? Non plus. Y a-t-il des votes contre? Non plus. Eh bien, je vous souhaite un bel été à tous. Et puis rendez-vous pour la saison 3 en septembre. Alors, et je pense qu'il sera sanglant. Avant que Valérie lève la séance, restez 2 secondes. 2 petites secondes pour 2 choses. La première, il n'y a pas de question sur les décisions du président, puisque le dernier conseil communautaire a eu lieu il y a 3 semaines et on m'a gentiment rappelé que depuis 3 semaines, j'ai pris aucune décision. Comme ça, c'est parfait, les vacances ont déjà commencé. Le prochain conseil communautaire le 13 septembre, le mardi 13 septembre à 19h30. Et avant que vous partiez, chose importante, nous devons tirer au sort la lettre qui détermine le nouveau classement de la salle du concert. Je demande à Maurice Ponctuel de là. J'ai plus où.
La lettre est la lettre N. Donc, la lettre N sera au premier rang et ensuite, on continue l'alphabet et on se retrouvera la fois prochaine. Voilà.